Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble ce que sont les réactions de désintégration nucléaire. Commençons dans un premier temps par voir ce qu'est une désintégration nucléaire. Le noyau de l'atome est le siège de plusieurs interactions fortes qui assurent la cohésion des particules qui le constituent, à savoir les protons et les neutrons. Sous l'action de ces interactions, certains noyaux sont dits stables, d'autres au contraire sont instables, il s'agira donc des noyaux radioactifs, et ils vont se désintégrer spontanément. Lors d'une désintégration nucléaire, un noyau de départ, appelé noyau père, va donner un noyau final, appelé noyau fils, mais aussi conduire à l'émission d'une particule. Il existe 3 types de désintégration nucléaire. Chaque désintégration nucléaire portera un nom, et ce nom dépendra de la nature de la particule émise. On parlera de désintégration alpha lorsqu'il y aura émission d'une particule alpha, autrement dit, un atome d'hélium. Il s'agira d'une désintégration de type β- lorsqu'un électron sera émis, et enfin d'une désintégration de type β+ lorsqu'il s'agira d'un positon. Décrivons maintenant plus précisément ces 3 types de désintégration nucléaire et commençons par la désintégration alpha. On l'a dit, il est nécessaire d'avoir un noyau père noté ici X majuscule. Son numéro atomique est noté Z et son nombre de masse est noté A. Il va donner, après désintégration, un noyau fils noté Y, ainsi qu'une particule alpha, à savoir un atome d'hélium, dont le numéro atomique est égal à 2 et dont le nombre de masse vaut 4. Toute désintégration nucléaire doit respecter les lois de conservation appelées lois de Soddy. Vérifions ici que pour notre désintégration alpha, cela est bien le cas. Dans un premier temps, le nombre de masse doit être conservé. Cela signifie que de part et d'autre de la flèche, on doit retrouver, en sommant les nombres de masse, le même résultat. On a bien ici A qui est égal à A-4 plus 4. D'autre part, le nombre de charges doit lui aussi être conservé. Cela signifie que les sommes des nombres de charges de part et d'autre de la flèche doivent être égales, ce qui est bien le cas ici puisque Z est bien égal à Z-2 plus 2. Voyons maintenant un exemple de désintégration alpha, avec pour noyau père le radium qui va se désintégrer pour donner comme noyau fils le radon et également émettre une particule alpha, notre fameux atome d'hélium. Passons maintenant au deuxième type de désintégration nucléaire, la désintégration β-. On retrouve notre noyau père qui va donner un noyau fils, mais cette fois-ci, la particule émise est, rappelez-vous, un électron. Vérifions maintenant que les lois de conservation, les lois de Soddy, sont bien respectées. Dans un premier temps, est-ce que le nombre de masse est bien conservé? La réponse est oui, puisque A est bien égal à A plus 0. Vérifions maintenant que le nombre de charges est lui aussi bien conservé. On retrouve bien que Z est égal à Z plus 1 moins 1. Finalement, les lois de Soddy sont respectées et on a devant les yeux l'équation générale d'une désintégration nucléaire de type β-. Voyons maintenant un exemple. Prenons l'exemple du carbone 14 qui est notre noyau père et qui va se désintégrer en donnant un noyau fils, l'atome d'azote, mais aussi donc un électron. Passons maintenant au dernier type de désintégration nucléaire, la désintégration β+. On retrouve notre noyau père qui va donc se désintégrer pour donner un noyau fils, mais cette fois-ci, la particule émise est ce qu'on appelle un positon. Un positon a une masse identique à celle d'un électron, mais a une charge électrique de signe opposé, d'où le plus 1. Vérifions les lois de Soddy. Le nombre de masse doit être conservé, ce qui est bien le cas puisque A est bien égal à A plus 0. Vérifions que la seconde loi de Soddy, qui concerne la conservation du nombre de charges, est bien respectée. Ici, tout est parfait puisque Z est bien égal à Z-1 plus 1. Voyons maintenant un exemple de désintégration nucléaire de type β+. Notre noyau père est un noyau de bismuth qui va se désintégrer en un noyau fils, le plomb, mais aussi en émettant donc un positon. Maintenant que les 3 types de désintégration nucléaire ont été définis, passons à ce qu'on appelle la désexcitation gamma.
Lors d'une désintégration alpha, bêta+, ou bêta-, le noyau fils peut se trouver soit dans son état fondamental, c'est-à-dire un minima d'énergie, et donc être très stable, ou alors dans un état appelé état excité, noté Y étoile, où cette fois-ci, il a un excédent d'énergie. Lorsque le noyau fils est excité, il va alors vouloir à tout prix retourner dans son état fondamental en émettant un rayonnement gamma, c'est ce qu'on appelle une désexcitation. On a donc au départ un noyau fils excité qui va conduire à un noyau fils désexcité, mais aussi à l'émission de rayonnement gamma. Voyons maintenant un exemple de désexcitation gamma. Notre noyau père est le noyau radium, qui va, par désintégration alpha, conduire à la formation d'un noyau fils excité, le radon, mais aussi à l'émission, rappelez-vous, d'une particule alpha, à savoir un atome d'hélium. Le noyau fils excité conduira alors, par désexcitation gamma, à un noyau fils désexcité avec émission de rayonnement gamma. On retrouvera notre particule alpha émise précédemment lors de la désintégration alpha. Discutons pour terminer cette présentation de la dangerosité des désintégrations nucléaires. Les particules alpha, bêta et les rayonnements gamma sont capables d'ioniser les tissus humains et d'avoir des effets néfastes sur la santé. Les émissions radioactives sont donc dangereuses, mais leur pouvoir de pénétration est différent. Discutons dans un premier temps des rayonnements ionisants sur la peau. Considérons ici un axe qui représente l'épaisseur en millimètres des différentes couches qui constituent la peau humaine. Les particules alpha ont un pouvoir de pénétration très faible puisqu'elles ne sont pas capables de pénétrer la première couche de la peau, à savoir l'épiderme. Les particules bêta, quant à elles, ont un pouvoir de pénétration beaucoup plus important puisqu'elles sont capables d'aller jusqu'à l'hypoderme. Enfin, les rayonnements gamma sont les plus pénétrants et donc les plus dangereux. Ils peuvent en effet traverser l'ensemble des couches qui constituent la peau humaine et même les muscles. Voyons maintenant ensemble comment se protéger de ces rayonnements ionisants. Considérons une fine feuille de papier, une plaque d'aluminium, une plaque épaisse de plomb ou de béton et disposons derrière ces trois plaques un humain. La particule alpha a un pouvoir pénétrant très faible. Elle sera donc directement stoppée par une fine feuille de papier. La particule bêta pourra traverser une feuille de papier mais sera stoppée par la plaque d'aluminium. Enfin, les rayonnements gamma ont un pouvoir pénétrant très important et pourront donc traverser la feuille de papier, la plaque d'aluminium, mais par contre seront stoppés par une plaque épaisse de plomb ou de béton. On comprend donc mieux pourquoi les centrales nucléaires sont composées de murs épais en béton et pourquoi les déchets radioactifs issus des centrales sont pour les plus dangereux stockés dans des cuves en béton ou des cuves métalliques dont les parois sont très épaisses. Cette vidéo sur les désintégrations nucléaires est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.